Le chevalier et la marchande de soie. Chapitre 2. Quand le monde n'existait plus. Le temps au travail n'était passé ni lentement, ni rapidement. Un jour de plus, similaire aux autres. Le genre de journée qui ne représente rien jusqu'à ce qu'on la mette bout à bout avec les autres qui lui ont ressemblé. Le tout prend alors une sorte de forme cohérente et devient une entité temporelle dont on n'a pas conscience sur l'instant, mais qu'on visualise seulement bien plus tard, quand de tels jours n'existent plus. Il y avait eu l'enfance, l'adolescence, puis les études, et maintenant, il y avait ce temps que je ne savais pas nommer. De nombreux soucis étaient venus m'occuper l'esprit, mais la perspective de rentrer à la maison retrouver Ophélie les faisait s'évaporer complètement. Nous vivions assez loin de la modestie, dans le bon sens du terme. À vrai dire, mon seul salaire pouvait suffire à nous faire vivre sans trop de peine, mais Ophélie n'était pas encline à l'oisiveté. L'inactivité la rendait comme un lion en cage, et elle travaillait dans une boutique du passage de Largue. Ce soir-là, je clenchais à peine la porte qu'elle me sauta au cou. « Mon chéri, sais-tu que je t'aime ?» Elle m'embrassa avant que je puisse lui répondre que moi aussi je l'aimais. « Quelle folie as-tu encore fait ?» Je posais mon pardessus et me déchaussais sans vraiment comprendre. Elle était tout enjouée, presque aussi sémillante qu'à Noël, son jour favori de l'année. « Viens voir, je t'ai attendu, tu sais ?» « Attendu, mais pourquoi faire ?»« Allons, ne joue pas les innocents. » Elle me prit par la main et m'emmena au salon. Sur notre table était posée une grosse jardinière que je reconnus sans peine puisque je l'avais vue la veille chez le vieux botaniste. Je le confesse, j'étais tout à fait déçu car le pot était complètement vide. Enfin, on l'avait rempli de terreau frais, mais à part ça, dedans, il n'y avait aucune trace du bonsaï qui s'y trouvait naguère, ce bonsaï que j'avais acheté. Le livreur a aussi donné ceci. Ophélie agita devant moi une lettre cachetée. La déconvenue de trouver chez nous un vulgaire bac de terre vide m'irritait vraiment, mais l'air si content d'Ophélie chassait toute forme d'agacement pour la remplacer par une indescriptible sérénité. Elle est belle en toutes circonstances, dans son sommeil, au moment où ses yeux s'ouvrent le matin, quand elle rit. Même quand elle pleure, qu'elle est malade ou un peu saoule, je la trouve merveilleuse. Mais de toutes les facettes de sa beauté, une surpasse toutes les autres, celle qu'elle a quand elle est heureuse. Et là, à cet instant précis, je ne l'ai jamais vue aussi belle. Mais je ne lui dis pas. Mes yeux se posèrent sur le bac, et bien contre mon gré, une pointe de déception refit surface. Ophélie agita à nouveau le courrier sous mon nez. Une lettre, tiens donc. Elle saisit un coupe-papier et me sourit. « Je peux l'ouvrir ?»« Non, c'est formellement interdit. » Elle me sourit, habituée qu'elle était de mes lutineries. Puis, soigneusement, elle découpa l'enveloppe et écarta les bords pour voir le contenu. Étonnée, elle en tira quelques billets. Je reconnus une partie de la somme que j'avais donnée au marchand. Je récupérai la liasse que maintenait une petite bande de papier sur laquelle on avait inscrit « Prix de la patience ». Intérieurement, j'étais un peu bougon, mais l'excitation et le ravissement d'Ophélie étaient magiques. Ils pouvaient faire disparaître le monde. Elle sortit de l'enveloppe un papier maculé de terre sur lequel était griffonné un texte qu'elle s'empressa de lire à voix haute. Pour planter, avec les doigts, former un petit creux de 2 à 3 cm environ, puis y mettre la graine. Ensuite, recouvrir et tasser légèrement. Humidifier quotidiennement jusqu'à la première pousse. Pour l'entretien, arroser le matin ou le soir, 2 à 3 fois par semaine, réduire la fréquence à 1 fois au cœur de l'hiver et l'augmenter à 1 arrosage tous les 2 jours pendant les étés chauds. Installer dans un endroit lumineux, mais ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Être patient et ne pas rempoter. Il y a autre chose, poursuivit-elle en palpant le courrier. Délicatement, elle tira de l'enveloppe un petit sachet de papier cacheté sur lequel il était simplement écrit « L'amour ». Elle me regarda, surprise, ravie. Moi, j'ai ouvert l'enveloppe. Maintenant, c'est ton tour. Je m'exécutais et, très doucement, je fis tomber le contenu du sachet dans la paume de ma main. C'était une graine qui me fit étrangement penser à une minuscule cacahuète sur laquelle on aurait greffé l'aile d'un beau papillon. Qu'est-ce que c'est ? Une graine ? Oui, je le vois bien, mais une graine de quoi ? Une graine de bonsaï. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'un... Elle hésita à répéter le mot, parce qu'elle savait que si elle le prononçait mal, je sauterais sur l'occasion pour l'embêter. Qu'est-ce qu'un bonsaï ? La prononciation était correcte, mais je pris un malin plaisir à la faire répéter pour qu'elle en doute. « Oh allez, arrête de faire l'idiot !» fit-elle avec un ton qui suggéra qu'elle aurait bien aimé que je continue un peu. « Tu verras bien ce que c'est quand il aura poussé. »« Ah non, hors de question d'attendre. »« Bon d'accord, un bonsaï, c'est un arbre. »« Un arbre ?
Non mais on ne va pas avoir un arbre dans le salon. Quand on aura une maison et un jardin plus tard, je veux bien, mais là... Attends, laisse-moi terminer. Un bonsaï, c'est un arbre, mais en modèle réduit. Il ne sera pas plus grand que ça. Je surplombais la jardinière avec la paume de ma main, la plaçant à la distance approximative où, la veille, j'avais vu le spécimen qui s'y trouvait. On dit que ces arbres peuvent vivre très longtemps, parfois plus de 100 ans, mais à condition qu'on s'en occupe avec soin. Et pourquoi as-tu acheté ça ? Ce n'est pas un achat, c'est un cadeau. Un cadeau pour nous deux. Je me disais que ce petit arbre serait comme la matérialisation de l'amour que toi et moi, nous portons. Mais je vais retourner à la boutique pour demander des comptes. Je pensais que nous aurions déjà l'arbre dans le pot, pas une simple graine. Mais justement, c'est encore mieux. Nous allons pouvoir la planter ensemble et regarder ce petit arbre pousser tous les deux. Et quand nous serons vieux, nous le verrons et nous repenserons à ce soir. Tu ne sais pas à quel point ça me touche. Nous nous admirons sans rien dire. Le monde n'existe plus. Il n'y a plus qu'Ophélie, moi et une petite graine de rien du tout. Chaque soir, lorsque nous rentrions, chaque matin dès le réveil, Ophélie et moi regardions fiévreusement le terreau. Comme l'indiquait la consigne, nous nous étions gardés de l'exposer à la lumière directe du soleil. Le pot était installé au-dessus du piano d'Ophélie et, parfois, elle en jouait, disant que la musique ferait pousser notre arbuste plus vite. J'ignore si la chose fonctionnait, mais chaque note qui naissait sous ses doigts me faisait me sentir un peu plus amoureux d'elle. Au début, nous étions déçus car rien ne poussait. Un mois passa ainsi. Mais un matin, je m'en souviens, c'était un dimanche, j'entendis Ophélie s'exclamer « Viens voir, viens voir !» Croyant à quelque chose de grave, j'avais bondi du lit et m'étais rué au salon. Elle était devant le piano, battant des mains dans sa robe de chambre satinée. « Regarde !» Je me penchai vers le pot, sans y remarquer quoi que ce soit de particulier. Devinant que je n'y voyais rien, elle se précipita vers les rideaux et les tira en grand, pour que la lumière du jour puisse venir illuminer la pièce. Mon cœur se mit à battre. Effectivement, là, au milieu du pot, juste à l'endroit où nous avions planté la graine il y a de cela près d'un mois, un tout petit brin vert recourbé avait émergé. Ce n'était rien qu'une mince tige toute frêle, un insignifiant navire d'émeraude au milieu d'une grande mer brune. Mais sa fragilité la rendait magnifique. On devinait à la minuscule courbe qu'elle dessinait que cette pauvre étincelle de verdure finirait par se redresser. Nous l'imaginions déjà raide et coiffée d'un bourgeon d'où jaillirait de petites feuilles. Ophélie semblait hypnotisée. Je ne pouvais m'empêcher de penser que, plus tard, dans des années, lorsque nous serions vieux et ridés comme des troncs, nous nous retrouverions toujours près de cet arbre, que nous le regarderions, comme nous le faisons maintenant, et que nos yeux se croiseraient avec le même amour. Le même ? Non, pas tout à fait. Un amour plus robuste, plus fort, car il aurait survécu aux tempêtes que la vie nous réservait, car la vie a pour chacun un lot de gros temps. Nous restâmes toute la matinée à scruter, à guetter vainement le moindre signe, le moindre mouvement qui pourrait indiquer la croissance de notre plante. Mais le temps de la nature n'a pas l'échelle de celui des hommes. Et après que nos regards se soient à nouveau rencontrés, nous passâmes le reste de la journée à nous adonner à des activités bien plus humaines et bien plus agréables. Le dimanche qui suivit, avec Ophélie, nous résolûmes d'accomplir un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Oh, rien de grandiose, rien de noble ou de charitable, un simple voyage, tous les deux. Il y avait, pas trop loin de la ville, un petit village ancien et charmant, dont la construction, disait-on, remontait à l'an 1000. Ophélie m'avait beaucoup parlé de ce bourg qu'elle connaissait de longue date, puisqu'elle avait grandi non loin, et il était de coutume pour elle d'aller y passer quelques jours en été lorsqu'elle était enfant. Nous n'y allâmes pas au beau jour comme elle le faisait autrefois, mais en automne. Ophélie se fit une joie de me montrer les charmantes ruelles médiévales qui devaient assurément être encore plus belles à la saison estivale. Elle me montra aussi, sur la petite place centrale, un très vieil arbre dont les branches étaient si énormes que certaines étaient soutenues par des étais, tandis que d'autres allaient s'écraser sur les vieux pavés du sol. Elle s'amusait beaucoup de mes petites frasques au gré de notre visite, et la voir irradier de joie était pour moi la plus merveilleuse des choses que je puisse accomplir dans ma vie. Alors que nous déjeunions dans l'estaminet de la ville, et que je venais de faire la grimace en goûtant mon plat, car on y avait glissé de la coriandre, herbe dont j'ai horreur, Ophélie me taquina. « Alors, c'est bon ? » « Oh non !» Je la regardais en souriant.
Je voyais mon reflet dans ses yeux. Il était complètement différent de celui du miroir. Dans les yeux d'Ophélie, je le sentais. J'étais beau, brillant, fort, drôle. Dans les yeux d'Ophélie, j'étais quelqu'un que je n'étais pas pour le reste du monde. « C'est immonde même, repris-je. Mais je ne saurais t'expliquer pourquoi. Je trouve tout de même ça délicieux. Et je crois ne jamais avoir rien mangé de meilleur. » Elle eut l'air surpris et se mit à rire. « Alors toi, parfois je me demande si tu n'es pas un peu fou. » J'ai toujours cru que le bonheur était une sorte de ligne de fin pointillée dans laquelle chaque point est un instant fugace, où rien n'existe à part soi et les êtres aimés. Ce jour m'a fait changer d'avis. Désormais, je me représentais plus le bonheur comme une ligne discontinue, à l'image d'une sorte de signal télégraphique, car je me suis aperçu que, si certains moments ne durent qu'une seconde à peine, d'autres peuvent s'étaler sur des heures, des jours, des semaines, voire encore plus. Nous rentrâmes de notre voyage éreintés, à tel point que regarder la croissance de notre plante nous était complètement sorti de l'esprit. Ce n'est que le lendemain que nous nous aperçûmes que la tige s'était parfaitement redressée. Un soir, à mon retour d'une énième journée que je pensais ordinaire, je fus très touché par une surprise d'Ophélie. Assis sur le piano, le bras posé sur le rebord de la jardinière, il y avait un petit chevalier articulé. Lors de notre voyage dans la vieille cité, Ophélie avait prétexté quelque chose pour entrer dans une boutique, mais en était ressortie les mains vides. Enfin, je le croyais, mais elle avait, en réalité, fait l'achat de ce petit pantin qu'elle avait dissimulé dans son sac pour le soustraire à ma vue, jusqu'à ce soir où elle venait de me l'offrir. D'un commun accord, nous décidâmes de laisser le chevalier là où elle l'avait posé. Il serait en quelque sorte le gardien de notre petit arbuste. D'ailleurs, ce dernier continuait de croître. La couleur de la tige commençait à changer. Elle passait d'un vert assez vif à une teinte plus foncée. Paisiblement, l'herbe se faisait bois et, jour après jour, nous pouvions la voir grandir, ce qui nous ravissait. À chaque fois, la conclusion de nos observations était la même. Nous convenions que notre plante poussait bien, puis nos regards se croisaient et nous partions nous aimer. Nous n'avons aucune photo de nous à la maison. Moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ignore pas à quoi je ressemble, et je sais que je conserverai à jamais dans ma mémoire chaque détail d'Ophélie. Mais elle a insisté, et via une amie de sa patronne, elle a obtenu le contact d'un photographe qui a accepté de nous tirer le portrait. Il a fallu attendre un peu, mais le cliché développé est enfin arrivé. Nous l'avons fait encadrer et accrocher au-dessus du piano. Je ne regrette pas de m'être prêté au jeu. Qu'elle est belle dessus. Je ne saurais dire. Quand je regarde cette photo, je vois tout. Je ne vois pas qu'une femme. Je vois un être si formidable. Je vois la fragile raison de mon existence. Celle qui donne à ma vie un but clair et simple. Donner du bonheur, lui donner du bonheur. Quand je regarde cette photo, rien que dans son regard, je peux deviner ce à quoi elle pensait quand le cliché a été pris. À la vue de son air sérieux, je peux savoir sans peine quelle expression avait son beau visage juste avant et juste après que le photographe ne l'immortalise. Je suis amoureux d'elle et de tout ce que je sais sur elle. J'aime ses goûts, j'aime ses envies, son histoire et ses rêves. Je devine, sans qu'elle me le dise, la moindre de ses pensées. D'un frémissement dans sa voix, d'une simple intonation, je peux comprendre si elle va bien, si elle va mal, si sa journée a été calme, si elle a été rude, si elle est sereine ou si quelque chose la tracasse. J'ai cartographié son âme pour mieux comprendre comment la combler. J'ignore comment le formuler. J'ai l'impression, parfois, que je suis privé de mes sens et que je ne peux ressentir qu'à travers elle. Mais cela n'est pas mauvais. Au contraire, par son prisme, toutes les émotions sont comme canalisées et décuplées. Peut-être qu'elle aussi ressent pareille chose à mon égard. Elle est heureuse. Je ne le sais pas parce qu'elle me le dit, mais parce qu'elle me le montre. Et moi, ce n'est que lorsqu'elle est comblée que j'existe réellement.